Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette entrevue en direct Je m'oriente en live proposée par Jeune Explo Stage d'un jour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour notre pour notre entrevue. Mon nom est François-Xavier Arbeck. Je suis conseiller d'orientation et l'animateur chez Jeune Explo. Ça me fait plaisir d'animer l'animation de l'entrevue avec vous. C'est une belle façon pour vous, les jeunes, d'explorer un métier qui va vous aider à vous guider dans votre processus scolaire et professionnel. Alors, pour relancer l'activité, on est très heureux d'accueillir M. Joël Labrec, qui travaille pour le ministère du Transport du Québec. Tout au long de cette entrevue, j'invite les jeunes à la maison de poser vos questions au mentor. Vous pouvez, en bas du vidéo, vous pouvez l'écrire et nous tenterons d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, bonjour, M. Labrec, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? Je trouve ça intéressant, dans le fond, parce que j'ai pas eu cette opportunité-là quand quand j'étais en train dans le fond, de m'orienter pour des choix d'études puis de carrière. Donc, je trouve ça intéressant, dans le fond, que quelqu'un puisse te partager son expérience comme ça, puis de participer avec les jeunes explorateurs, dans le fond, c'est pour pouvoir aider les étudiants dans leur choix de décision de carrière. Dans le fond, j'espère que mon expérience variée va pouvoir les aider à répondre à une portion de leur questionnement ou de donner un aperçu là, du vaste domaine de ce qu'est le génie civil, dans le fond. Effectivement, dans le passé, peut-être que les vidéos, peut-être sur YouTube, sur des professions, on avait moins la chance de témoigner un peu de c'est quoi les travaux, un ingénieur civil, par exemple, qu'est-ce que ça fait. Et puis, c'est vraiment apprécié là, que vous donnez cette chance-là aux jeunes qui souhaitent étudier en génie civil, de mieux connaître la profession. Dans le fond, plus spécifiquement, au niveau du génie civil à la NTQ, vous êtes spécialisé en quoi? Moi, je suis ingénieur civil. Je suis spécialisé plus en route. Donc, je m'occupe le plus au niveau des routes, puis tout ce qui est les éléments qui sont autour de ça, les ponceaux, puis tous les autres besoins qui sont reliés aussi aux routes. OK, donc les routes, ça, c'est la surface. Puis les ponceaux, si je comprends bien, c'est peut-être plus des tuyaux hydrauliques qui passent en dessous Oui, des routes. oui, c'est ça. C'est que dans le fond, la façon que les routes sont construites, on a les routes de chaque côté, on a des fossés, puis on a l'eau dans le fond avec la pluie, la neige, ces choses-là qui s'écoulent. Donc, il faut qu'on gère cette eau-là aussi. On est responsable de gérer l'eau qui tombe sur nos chaussées. Donc, les ponceaux sont en dessous de la chaussée pour que l'eau puisse traverser d'un côté à l'autre puis s'évacuer vers vers les différents points dans le fond d'écoulement, là. C'est vrai, hein, comme une journée comme aujourd'hui où il pleut, il faut qu'on pense à qu'est-ce qu'on fait avec l'eau qui circule, comment ça peut jouer sur les routes, puis Mhm. faire circuler l'eau pour garder les routes les plus optimales le plus longtemps possible, je pense. Ben, c'est en lien aussi surtout avec la sécurité, puis en même temps aussi avec la durabilité des travaux, parce que dans le fond, de la manière que les routes sont conçues, il faut que l'eau puisse être évacuée pour pas que l'eau reste dans la fondation granulaire là, en dessous de la chaussée. Sinon, ben, on risque d'avoir des problèmes, dans le fond, de déformation, de capacité portante, puis de soulèvement de différentes choses avec le gel en hiver et tout ça. Fait que très important pour la pérennité de nos ouvrages. Alors, je comprends. Puis là, sans parler des nids de poules là, qui sont populaires, ben, j'imagine que ça fait partie d'un ingénieur civil à la MTQ de veiller aux trous dans les routes là, puis aux réparations nécessaires. Mm-hmm. Oui, ben c'est sûr que ça fait partie du travail là, à ce niveau-là. On a des équipes qui sont dédiées, dans le fond, aux réparations pour les nids de poules et tout ça. Nous, où ce que je me suis tué, c'est plus au niveau de la planification et puis la préparation des projets. Donc, évidemment, quand on se rend compte que les routes sont dégradées, puis on a des outils pour ça qu'on va pouvoir parler un peu plus en détail plus tard, là, mais on se rend compte, dans le fond, que OK, bon, la route est rendue à un état qu'il faut qu'on planifie sa réfection puis, ou des réparations ponctuelles ou peu importe. Donc, c'est en lien avec ça, évidemment. Ouais. Donc, votre mandat, il y a beaucoup de planification, beaucoup de préparation à faire. À quoi ressemble une journée type dans votre travail? Les tâches que vous faites au quotidien? Oui. Donc, moi, je suis dans le fond, je suis responsable du module de gestion de chaussée et de coordination des ponceaux. Donc, c'est un travail qui est plus au niveau de la planification et puis de la préparation des projets. Donc, j'encadre les membres de mon équipe, puis je participe aussi à la préparation et de la planification des projets de route et de ponceaux. Je planifie, j'organise, puis je dirige là, l'inspection des chaussées.
qui viennent nous permettre, dans le fond, d'avoir les données de base pour pouvoir planifier nos projets puis évaluer, dans le fond, où on devrait intervenir à quel moment. J'établis des recommandations de réhabilitation au niveau des infrastructures de transport, dans le fond, pour ce qui est des réfections majeures, mineures ou palliatives. Donc, quand on a des endroits qu'il faut qu'on intervienne là, rapidement pour corriger des problèmes ou en attendant de pouvoir venir faire un projet de réparation plus majeur. Donc, ça, au niveau des chaussées. Au niveau des chaussées, puis au niveau des ponceaux aussi. Non, vas-y, pas de problème. OK. Juste une réfection, ça, c'est une réparation ou un projet de réparation? Quand on parle d'une intervention palliative, c'est plus au niveau des fois quand il y a des problématiques de sécurité qui sont survenues ou qu'on a une réparation à faire qui est plus mineure, qui n'est pas sur un tronçon de route complet, mais juste une petite portion. Donc, dans ce cas-là, on va faire venir des interventions plus palliatives ou ponctuelles. Mais quand on parle d'une réfection, ben là, on parle, dans le fond, de corriger un long tronçon de route de façon plus complète. Donc, à ce niveau-là, on peut venir faire en fonction des dégradations, on vient faire des interventions qui sont considérées comme plus mineures ou plus majeures. Donc, ça peut être des fois plus en surface de la route, mais d'autres fois, ça peut être plus en profondeur. Exemple, si on a un endroit qui a une problématique de gel, qui a des soulèvements, puis que quand les gens roulent l'hiver, ben quand ils roulent, puis ils pognent la bosse qui est soulevée, ça cogne, puis ça vient faire des cracks au niveau de la route. Ben là, c'est une intervention qui est plus en profondeur. Donc là, on parle d'intervention de réfection plus majeure à ce niveau-là. Donc, OK, je comprends. Puis j'imagine que c'est des variables, c'est des chiffres que vous regardez par rapport aux réflexions que vous devez faire. Oui, ben c'est ça, c'est qu'on a, dans le fond, on a des données, dans le fond, qui sont chiffrées, mais aussi mis en graphique pour nous permettre de voir là, un peu l'état du comportement au long, dans le fond, de la chaussée, de la route, là. À ce niveau-là, dans le fond, on utilise ça pour préparer, dans le fond, les projets puis analyser aussi les projets qu'on fait, dans le fond. Fait que ça fait partie de ce que je fais. On prépare des projets, j'initie les projets aussi. Je révise les projets, je fais surtout la phase initiale pour les besoins et les solutions, dans le fond, pour déterminer c'est quoi les besoins complets pour le tronçon de route qu'on a à faire. Puis c'est quoi les solutions qu'on devrait implanter pour régler les problématiques, dans le fond. Puis, il faut tenir compte, dans le fond, des besoins, les différents besoins du milieu, que ce soit les municipalités ou les usagers de la route, puis aussi des collègues dans les différents domaines. Donc, faut aussi proposer, dans le fond, des solutions qui sont appropriées puis durables, puis qui vont tenir compte des budgets qui sont alloués, là. Évidemment, l'argent est toujours quelque chose qu'il faut tenir en compte. Là, on sait tous que, dans le fond, c'est les contributions, les taxes de la population au complet qui sont utilisées pour faire les travaux. Puis il y a une certaine limite à ce niveau-là. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, puis partout en même temps. Donc, ça fait partie un peu, dans le fond, des responsabilités de l'ingénieur de trouver des solutions les plus efficaces possibles qui vont nous donner une bonne durabilité de vie et qui ne coûtera pas non plus des sommes exorbitantes. Donc, ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a un côté technique, travailler avec des données, puis il y a aussi un côté créatif aussi, où est-ce qu'il faut essayer de résoudre un problème complexe de préparation d'étapes. L'ingénieur doit chapeauter, il doit avoir deux chapeaux, là, un chapeau créatif puis un chapeau technique. Oui, puis il faut aussi, dans le fond, on est tout le temps en collaboration avec des collègues qui ont différentes spécialisations dans différents domaines. Donc, moi, j'ai des collègues ingénieurs aussi qui travaillent en sécurité, qui travaillent en circulation, d'autres collègues qui sont pas ingénieurs, mais professionnels ou techniciens, technologues, qui sont dans d'autres domaines. Exemple, l'aménagement du territoire. Donc, c'est de tenir compte des besoins. Ça peut avoir l'air anodin, mais exemple, de la route verte, qui, dans le fond, puis l'utilisation vélo en bordure des routes ou en piste isolée, là, sur le bord en proximité de nos routes aussi. Donc, ça peut être des choses comme ça, le transport en commun, la planification de tout ça. Donc, on a des collègues qui sont en collaboration avec les municipalités puis avec les sociétés de transport aussi. Donc, nous, on est dans la région d'Outaouais, donc on est en collaboration aussi même avec une autre province qui est l'Ontario, qui est juste à 15 minutes de chez nous, dans le fond. Donc, on est beaucoup en collaboration avec plusieurs types de professionnels. Puis, il faut qu'on tienne compte de tous les besoins, dans le fond, global de la population quand on fait des choix là, pour des projets puis pour ces choses-là. Puis, ça vient toucher plusieurs domaines aussi. On a
on parle de la route en surface, mais il y a ce qu'on ne voit pas qui est en dessous, dont entre autres les ponceaux qu'on parlait tantôt, mais il y a toutes les fondations aussi granulaires qui est une spécialité en soi aussi, là. Donc, il y a plusieurs, le côté hydraulique aussi, comme tu parlais tout à l'heure, en termes de ponceaux, mais aussi des bassins versants. Donc, toute l'eau qui arrive des montagnes, qui arrive en proximité des routes, il faut que ça soit géré. Les cours d'eau, les rivières, donc le volet environnement est très important aussi. On a des collègues qui sont spécialisés côté environnement, qui sont impliqués dans tous nos projets qu'on fait. Donc, pour s'assurer du respect de l'environnement dans les choix qu'on fait. Puis, il y a beaucoup de règles et de lois à suivre à ce niveau-là. Donc, je peins un portrait assez global et général, mais c'est quand même assez complexe puis, de ce côté-là. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler en collaboration avec tous les différents types de professionnels puis tenir compte de tous ces besoins-là. OK, je comprends. Donc, chacun tient son champ de compétences. C'est une équipe multidisciplinaire. Puis, on peut travailler avec peut-être des avocats pour la loi, des urbanistes de la ville, puis l'ingénieur du ministère du Transport du Québec. Puis, chacun apporte un peu sa contribution pour la réflexion ou le projet. Exact. Intéressant. Puis, j'imagine que vous avez les outils que vous utilisez pour faire ça. Vous ne pouvez pas. Ben, comment ça fonctionne un peu, vos outils? Oui, ben c'est ça. On a différents logiciels principaux qu'on utilise, puis on a aussi un camion outil. Je vais regarder pour vous partager, dans le fond, un document à ce niveau-là. Une petite minute. OK. Désolé du délai, je cherche le document que j'avais ouvert tout à l'heure. Ceci. Donc, c'est ça. Donc, en même temps que je cherche, je vais vous parler rapidement un peu, dans le fond, des différents logiciels et outils qu'on utilise. Donc, on a un logiciel qui s'appelle le GCH, qui sert pour la gestion des chaussées. Donc, ce logiciel-là vient récupérer toutes les données, dans le fond, qu'on vient chercher au niveau des relevés terrain qu'on fait avec le VMEC, qui est le document que je suis en train de présenter présentement. Vous me dites si vous le voyez. Donc, oui, on le voit. Donc, le VMEC, c'est le véhicule de mesure d'état de la chaussée. Donc, ça nous permet de faire les diagnostics du réseau, puis d'aller mesurer, dans le fond, l'état de l'orniérage, la fissuration, le confort au roulement pour les véhicules sur les routes. Donc, ici, on voit une image du véhicule directement. Donc, c'est un véhicule qui est comme une grosse minivan avec une localisation GPS dessus, des équipements de sécurité, flèches et tout ça. On a un profilomètre inertiel à l'avant du véhicule pour voir, dans le fond, l'état du roulement au niveau du véhicule. Et puis, on est capable aussi de mesurer la rugosité, dans le fond, de la chaussée pour savoir, dans le fond, l'adhérence, si l'adhérence est correcte sur l'état de la chaussée. On a des caméras numériques à l'avant et à l'arrière du véhicule qui filment. Donc, par la suite, on est capable de voir là, les images directement là, dans le logiciel, puis de rouler dans le véhicule, pareil comme si on était dans le véhicule quand le relevé était fait. Il y a des lasers qui sont en arrière, qui sont dessus le véhicule, qui prennent des mesures pour l'orniérage, la fissuration. Donc, on voit ici là, un peu, dans le fond, là, les équipements qui sont placés sur ces véhicules-là. Le VMEC, dans le fond, c'est un véhicule qui a été développé par les spécialistes à Québec, au ministère des Transports. Donc, c'est une invention québécoise. On est un peu leader là, à ce niveau-là. Puis ça a servi de référence aussi, même, il y a d'autres pays qui se sont inspirés de ça, dans le fond, là, au niveau international. Donc, ça, c'est intéressant aussi quand même. Donc, ça nous permet, comme je disais, de mesurer le confort du roulement. Et ça nous donne aussi des images comme ça qui sont géoréférencées. Là, donc, avec le GPS, on a des localisations. Puis, on voit les images comme ça. Donc, ça, c'est les images de la caméra arrière. Mais on a des images qu'on voit là, en avant à travers le pare-brise. Dans le fond, on voit comme si on roule dans le véhicule. Ça nous permet de voir là, directement les fissurations, les types de fissurations, les grosseurs. Il y a des mesures qui sont prises, sont identifiées en termes de couleurs là, dans le graphique ici, pour rendre ça plus facilement là, interprétable rapidement. Donc, on voit là, si c'est une fissuration qui est très faible, moyenne ou sévère. Si jamais c'est une fissuration transversale, c'est indiqué.
On voit aussi les bandes de roulement qui sont identifiées. Donc, ça, les bandes de roulement, c'est où les pneus des véhicules, dans le fond, dans chaque voie de la chaussée, roulent. Donc, de ce côté-là, ça nous amène beaucoup de données. Puis, on est capable, dans le fond, avec ça, de venir faire l'interprétation là, par la suite. Puis, ça nous donne des données. Là, on a des données globales qui sont analysées par section de 100 mètres. On est capable de voir tout le profil de la route qui se crée avec ça en format graphique. Puis, on l'a aussi en format chiffré, là, donc en nombre. Chiffré. Oui, c'était ça la question. C'est les données, ils sont à la fois des données chiffres, puis il y a des données visuelles. Oui. Puis on est capable d'aller analyser, là, si exemple, on voit qu'on a une problématique d'orniérage à un endroit, on est capable d'aller voir quelle profondeur qu'on a par section. On a des globales qui se fait au 100 mètres, on est capable d'aller chercher en section de 10 mètres aussi. Donc, c'est quand même assez précis là, pour nous permettre de voir là, c'est quoi les profondeurs qui sont localisées où, puis c'est quoi exactement les problématiques qui sont liées à ça. Donc, on vient chercher, dans le fond, l'état de la chaussée, la qualité du roulement. On vient chercher l'état des ornières. Donc, ça c'est un élément de sécurité, là, qu'il y a un risque d'aquaplanage quand les ornières sont trop profondes. Donc, ça nous permet de savoir si on doit intervenir pour la sécurité des gens. On vient chercher les fissurations aussi. Donc, en fonction de ça, une chaussée qui est fissurée, plus ou moins, n'aura pas le même type d'intervention, de réfection qu'on va faire. On ne fera pas le même type de réparation dessus. Donc, une chaussée qui est très fissurée, on va être obligé d'aller plus en profondeur pour avoir une solution durable versus une chaussée qui est moins endommagée, que les fissurations sont plus légères, on va pouvoir faire une intervention de réfection, une réparation qui va être plus légère, qui va être moins coûteuse, qui va nous permettre de faire plus long de routes et de kilomètres pour le même budget, dans le fond. Donc, c'est important de pouvoir gérer ça, de gérer ces priorités-là pour pouvoir justement maximiser, dans le fond, les deniers publics, l'argent de la population. Oui, OK, oui. C'est comme une grosse équation qu'on combine, là. Puis le VMEX, ça a vraiment l'air d'un bel outil. En plus, une invention québécoise qui va venir récolter avec les capteurs, avec les données, les photos. Puis je pense qu'il y a de l'intelligence artificielle aussi qui fonctionne là-dedans pour transmettre les données, puis pour aussi faire peut-être des tracés par rapport aux réflexions à faire. Oui, ben c'est ça. Le logiciel nous permet, dans le fond, d'analyser puis de sortir aussi les endroits qui ont des besoins plus urgents, puis les endroits aussi où est-ce qu'on va avoir, en fonction des données puis les calculs qui se font là-dedans, de pouvoir voir les endroits où est-ce qu'on va avoir, on va retirer le meilleur bénéfice-coût. Donc, ça, c'est un concept qu'on utilise beaucoup. De sélectionner des projets, dans le fond, des endroits pour faire des réflexions, des travaux, où est-ce qu'on va avoir un bénéfice-coût élevé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le meilleur rendement en termes. Puis ça, que ce soit pour des interventions lourdes ou légères, le concept est le même quand même. Donc, on fait un mélange des deux à ce niveau-là. Mais on cherche toujours à aller faire des endroits où est-ce qu'on a atteint, dans le fond, la durée de vie optimale pour la chaussée qu'on a déjà payée. Donc, on ne veut pas intervenir trop vite pour ne pas dépenser de l'argent inutilement quand il y a encore une capacité à ce niveau-là, au niveau de la durée de vie. Puis, il y a d'autres endroits où est-ce qu'on sait qu'on est déjà rendu à une intervention lourde. Donc, intervenir cette année ou dans 2 ans ou 3 ans, ça va coûter la même chose, mais être encore capable d'attendre, pour exemple, 3 années. Donc, on va la mettre dans 3 ans seulement au lieu de la faire tout de suite. On va aller faire un autre endroit qu'il faut qu'on intervienne maintenant avant de tomber en intervention lourde. Donc, en faisant l'intervention légère à l'autre endroit plus vite, bien là, on est capable de prioriser comme ça puis d'éviter qu'elle tombe en intervention lourde parce qu'on a intervenu au bon moment. Donc, c'est ce qui est visé. C'est pas nécessairement évident tout le temps. C'est un travail, dans le fond, là, qui est intéressant à ce niveau-là. C'est un bon défi, dans le fond, de pouvoir essayer de jauger, dans le fond, là, les endroits où on devrait intervenir en fonction des priorités. Je comprends. Et puis, vous êtes ingénieur civil. C'est un titre professionnel qui fait partie d'un ordre des ingénieurs du Québec. Oui. Pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours, les formations que vous avez faites pour votre profession? Oui, mais en gros, pour devenir ingénieur civil, il y a deux profils standards, je dirais. Donc, on peut faire soit des sciences pures au cégep, puis aller, dans le fond, faire un bac en génie civil par la suite. Ou on peut faire ce que moi j'ai pris comme autre voie, qui était de faire une technique en génie civil. Donc, au lieu de faire un cégep de 2 ans, c'est un cégep de 3 ans qui te donne un diplôme technique. Puis avec ça, tu peux directement travailler. Donc, moi, je travaille aussi à tous les jours avec des techniciens là, au travail. Donc,
c'est ce que j'ai fait, moi, au départ. J'ai fait une technique en génie civil. Étant donné que je payais moi-même mes études, ça m'assurait d'avoir un diplôme avec lequel je pouvais travailler. Puis si jamais, quand je n'étais pas certain au départ, si j'allais aimer ça ou pas, ou si j'allais avoir le goût d'aller faire un bac en génie civil. Donc, en faisant ça comme ça me permettait d'avoir un diplôme. Puis si je fais le bac puis je me rends compte que c'est pas pour moi ou que j'aime moins ça, ben, j'ai quand même un diplôme avec lequel je peux travailler, là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le fond comme profil puis comme choix. J'ai fait une technique en génie civil qui a pris 3 ans. Après ça, je suis allé faire un bac en génie de la construction à l'École de technologie supérieure à Montréal. Donc, eux sont spécialisés pour les gens qui ont fait, dans le fond, une technique en génie civil avant. Il y a l'Université de Sherbrooke aussi qui ont un programme qui est adapté pour les gens qui ont fait une technique ou ce qui viennent, dans le fond, là, pallier avec certains cours. Et puis, dans le fond, c'est parce qu'il arrive aussi, c'est que quand tu fais un programme de cégep, ils ne peuvent pas créditer des cours de cégep pour des cours d'université. Donc, c'est pour ça que le bac là, à l'ETS est monté en fonction de ça. Donc, au lieu de te faire recommencer des cours que tu as déjà fait, ce qui ne ferait pas de sens, ils te font faire des cours supplémentaires. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle bac en génie de la construction au lieu d'un bac en génie civil. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de donner un nom différent. C'est principalement les 2 types de techniques que les gens font normalement pour aller avec le bac de génie de la construction. C'est souvent des gens qui ont fait une technique en génie civil ou en architecture. Donc, ceux qui viennent du profil architecture vont faire des cours supplémentaires en génie civil qu'ils n'ont pas déjà fait. Ceux qui ont fait le génie civil vont faire des cours en architecture qu'on n'a pas déjà fait. Puis, ajouté à ça, on fait aussi des cours de gestion, là. Donc, c'est pour ça que le nom du programme n'est pas exactement le même. Mais en gros, c'est ça. Moi, c'est l'option génie civil, dans le fond, là, qui est la mienne, là. Oui, OK, je comprends la nuance entre le génie de la construction, génie civil. Puis c'est aussi avec le ministère de l'Éducation, c'est qu'ils doivent pas mettre le même titre à chacun des programmes. Donc, Exact. ça fait... Ouais. Puis au niveau des choix d'université aussi, si tu veux, je peux parler peut-être un peu légèrement de ça aussi, c'est qu'en fonction des fois de la région où vous êtes, moi, je me suis déplacé de ma région d'origine pour faire les études. Il y a dépendant des choix d'université, dans le fond, que tu fais, chaque université a tendance à se créer un certain créneau ou une spécialité, je te dirais. Donc, il y a des universités qui vont avoir une approche plus technique, comme l'ETS. Il y a des universités qui vont avoir une approche plus théorique, où est-ce que, tu sais, où il peut y avoir des possibilités de stage, mais que c'est pas nécessairement obligatoire dans le programme. Comme à l'ETS ou à Sherbrooke, c'est des stages obligatoires qui font partie du programme. Donc, il y a ça, puis ils vont souvent se créer une spécialisation. Et l'université va se spécialiser peut-être en structure ou en calcul de structure, spécialisation sur le béton ou spécialisation sur la gestion de projet, donc, c'est un peu ça. Ils essayent un peu de se démarquer à travers du programme de génie civil de cette façon-là. Donc, ça peut être intéressant à regarder en fonction du type de personnalité aussi que les étudiants ont, là, puis des intérêts qu'ils ont personnellement. Selon les intérêts qu'ils ont, les centres d'intérêt, et puis selon les institutions, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, Polytechnique, l'ETS, ils ont chacun un peu une spécialisation par rapport au génie civil. C'est ça. Ils essayent tous de se créer un petit créneau plus spécialisé pour peut-être attirer un peu plus le genre d'étudiants qui ont ces intérêts-là en particulier. Donc, dépendant si les gens sont prêts à se déplacer d'une région à une autre, ben, ça peut être quelque chose à regarder là, à ce niveau-là. Principalement, moi, c'est ça, quand je regardais pour faire un choix là, après la technique, j'y allais plus là, au niveau, dans le fond, les 2 universités qui m'attiraient le plus, c'était l'ETS à Montréal puis l'Université de Sherbrooke qui avait une spécialisation, parce que d'autres, ils mettaient dans le fond à l'avant là, les stages qui étaient importants pour moi pour pouvoir me permettre, de prendre l'expérience dans le domaine, puis aussi d'être capable de payer pour mes études aussi en même temps, là. Oui, c'est une pierre deux coups, si je peux dire. Ça vous permet de gagner une expérience, voir qu'est-ce qu'on aime dans le domaine, puis en même temps de ramasser des sous pour pouvoir poursuivre des études là, comme vous avez fait à travers les années. Oui, exact. Puis les types de personnalités, des gens qui apprennent plus en touchant, puis en lisant. Il y en a qui sont un peu plus, comment je peux dire, avec le papier-crayon, là, calcul. Oui. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des universités qui ont une approche beaucoup plus théorique, beaucoup plus. Puis il y a certaines personnes qui sont plus attirées par ça.
puis il y a d'autres universités qui sont plus avec une approche pratique, plus connectée. Surtout ceux comme exemple à l'ETS, là, ça attire les gens qui ont fait une technique avant. Donc, déjà en partant, les gens qui ont voulu faire un choix de faire une technique avant, c'est souvent des gens qui aiment ça être touchés au terrain, touchés là, directement au projet, puis à la réalisation des travaux et tout ça. Donc, je dis pas que les collègues dans d'autres qui ont fait dans d'autres universités ne sont pas nécessairement collés sur le terrain non plus, mais ça dépend des types de personnalités. C'est sûr que quelqu'un qui a fait une technique avant aime ça avoir un peu les mains dans la pâte, là, puis toucher directement là, aux choses. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Oui, Monsieur Lebrec, on a une question ici. Quelle est la différence entre un technicien et un ingénieur concrètement en génie civil? Oui. Bien, un technicien peut, tant qu'il est sous la supervision directe d'un ingénieur, peut faire beaucoup de choses qu'un ingénieur peut faire. Donc, à ce niveau-là, ce qui vient en jeu, c'est beaucoup le côté responsabilité, dans le fond, au niveau, dans le fond, de l'ingénieur qui est pris en charge. Donc, tout ce qui est le côté responsabilité, tout ce que le technicien fait sous ta supervision directe, tu es responsable de ça. Donc, un technicien qui prend de l'expérience et qui devient bon dans son domaine peut faire pratiquement toutes les mêmes choses qu'un ingénieur pourrait faire. Il y a certaines choses, évidemment, qu'il ne peut pas, là, qui sont plus réservées directement à l'ingénieur. Mais un bon technicien va travailler en collaboration à tous les jours là, avec l'ingénieur, puis on fait le projet ensemble, finalement. C'est un travail d'équipe. Donc, mais le technicien va être beaucoup plus directement sur le terrain, va aller faire les relevés terrain, va aller chercher les informations, valider les informations sur le terrain, va faire de la mise en plan, du dessin AutoCAD, des choses comme ça aussi. On peut faire des relevés d'arpentage, peut faire de la surveillance de travaux sur le chantier. Donc, pour avoir déjà fait les deux en tant que technologue, puis après ça, comme ingénieur, j'ai fait de la surveillance de travaux pour les deux, mais souvent, tu vas avoir de la surveillance de tous les jours qui va être faite par le technicien tout le temps pour le suivi du projet. Puis l'ingénieur, lui, va aller faire des visites de chantier, mais de façon plus ponctuelle, plus aux étapes critiques, quand il y a des choses plus particulières ou plus risquées. Donc, ça fait un peu, dans le fond, la différence à ce niveau-là. Donc, le technicien va être beaucoup plus appelé à aller sur le terrain de façon régulière, dépendant du type d'emploi qu'on choisit aussi, parce qu'il y a des emplois complètement bureau ou presque. Il y a des emplois qui sont un mélange 50-50 ou presque. Puis il y a d'autres emplois qui sont beaucoup plus axés sur le terrain. Donc, dépendant du type d'employeur ou du type d'emploi qu'on choisit, comme technicien ou comme ingénieur, ben ça va changer un peu c'est quoi notre type de tâche à chaque jour. Dans mon début de carrière, avant que j'aie une jeune famille, je faisais plus le côté terrain, j'en ai fait plus là, à ce moment-là. Avec le temps, quand tu as des jeunes enfants, ben, tu dis, OK, là, je vais faire une transition plus vers quelque chose qui est un peu moins terrain, qui va me donner une plus grande flexibilité pour la famille, puis qui va me permettre de... Donc, c'est possible aussi, c'est vaste quand même le génie civil, c'est possible à l'intérieur d'une carrière de faire plusieurs changements, puis de toucher à différentes choses. C'est ça qui est intéressant, c'est la variété aussi. Oui, merci de préciser. Oui, c'est effectivement très vaste, le génie civil. Puis, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, c'est qui les employeurs potentiels? Oui, ben de ce côté-là, il y a plusieurs domaines. Donc, il y a les structures, ce qui est les ponts, les bâtiments. Il y a les routes. Il y a le génie municipal qui est plus les égouts aqueducs, donc ça, beaucoup plus avec les municipalités. Il y a le transport, donc la circulation, les feux de signalisation, ces choses-là aussi. Il y a la sécurité, donc en lien avec les accidents et la prévention des accidents. Tu peux faire de la gestion de projet, tu peux faire de la préparation technique de projet, tu peux faire de la réalisation de projets sur le terrain aussi, comme je mentionnais tantôt, de l'exploitation, dans le fond, dans le fond, de tous ces équipements-là durant la durée de vie des équipements. Tu peux faire le traitement des eaux usées, tu as des laboratoires de sol et de matériaux. Donc, tous ces types d'emplois-là qui existent peuvent être faits pour des employeurs soit privés ou publics. Donc, au ministère, on fait des choses à l'interne, mais on en fait aussi donner à l'externe avec des firmes. Donc, toutes ces choses-là peuvent être faites d'un côté ou de l'autre, donc au privé ou au public. C'est des emplois qui peuvent être faits pour des villes ou des municipalités ou des MRC aussi. Il y a pour le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral aussi. Il y a pour les firmes de génie privé aussi. Puis il y a aussi même le volet côté entrepreneur. Donc, c'est quand même assez varié. Il y a beaucoup de choix, puis d'employeurs, puis de types d'emplois. Donc, oui.
Je comprends qu'il y a vraiment tout plein de possibilités. Là. C'est vraiment à l'ingénieur ou à choisir là, dans quel domaine il Ça veut de... œuvrer. Puis, hmm. Oui, c'est ça. Ça devient un choix personnel en fonction de ce qui t'attire, de ce qui t'intéresse. Puis, dépendant de ton, Hmm. d'où tu es rendu dans tes étapes de vie, ben, des fois, tu peux commencer avec quelque chose, puis après ça, changer. Là, moi, j'ai travaillé pour un entrepreneur, j'ai travaillé aussi pour des firmes de génie privé, puis j'ai travaillé au public. Donc, j'ai fait ces différents types d'employeurs-là en stage et emploi étudiant, puis après ça aussi, quand j'ai eu terminé mes études, là. C'est vrai qu'on a une prochaine question. Euh, Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre profession? Ben, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que je fais présentement, entre autres dans mon travail, c'est que j'ai un impact global sur la qualité de vie, dans le fond, des gens aussi, là. Parce on couvre, moi, je suis en Outaouais, donc je couvre tout ce qui est les routes pour tout l'Outaouais au complet. Donc, à ce niveau-là, c'est de voir où on peut intervenir pour ramener, dans le fond, une qualité de route intéressante à court, moyen, long terme pour les gens, pour leur sécurité aussi. Donc, les routes, là, on utilise tout le temps des routes tous les jours, tout le monde, pour se déplacer, ou même quand on va pour les hobbies, là, tu sais, ou les passe-temps, tout ça, tu vas faire du ski, ben, tu prends une route pour te rendre à cette montagne-là. Donc, tu as des routes provinciales, puis tu as des routes municipales par la suite aussi, mais donc, puis tu sais, faut pas oublier non plus que tout ce qui est le transport des marchandises qui se fait ben, par camion, ces choses-là, tu sais, l'épicerie que tu manges, ben, faut qu'elle se rende là avec un camion, puis ce camion-là Souvent. passe sur une route. Donc, Ah c'est oui. global. Dans le fond, c'est un impact qui est sur la population. Les gens ne pensent pas nécessairement tout le temps, mais ça a un impact là, sur notre vie de tous les jours, là. Absolument. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que vous, c'est-à-dire d'aller en génie civil? Oui. Ben, de ce côté-là, je dirais, cherchez-vous des emplois d'été quand vous allez être en train d'étudier, d'aller expérimenter, dans le fond, des emplois d'été dans le domaine du génie civil, puis au long de vos études aussi, pour vous permettre, dans le fond, d'apprendre à mieux vous connaître là-dedans, de voir qu'est-ce que vous aimez dans le domaine, de ne pas avoir peur d'essayer puis de tester des choses. C'est un emploi d'été comme étudiant ou comme stage, c'est une occasion parfaite pour voir si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça. Puis, dans le fond, tu sais, quand tu arrives à la fin de ta période de 4 mois de travail, ben, tu n'as pas besoin de te dire, ah, j'aime pas ça, puis je veux démissionner, puis il faut que je me trouve d'autres choses. Tu sais, c'est une période fixe dans le temps, puis c'est une expérience que tu viens chercher. Puis, quand tu vas chercher de l'expérience variée là-dedans, ça t'aide aussi là, tu sais, à te trouver un emploi quand tu as terminé ton diplôme par après. Là, c'est de l'expérience pertinente. Puis tu viens être capable aussi même si tu expérimentes quelque chose, puis tu te rends compte, tu dis, ouais, j'aime pas trop ça, je veux pas travailler là-dedans. Mais au moins, tu as pris cette décision-là, tu t'es rendu compte que tu veux pas faire ça, sauf qu'il y a quelqu'un qui va faire cette portion-là de travail, qui lui peut aimer ça. Puis toi, tu vas avoir à collaborer de façon multidisciplinaire, comme tu disais tantôt, avec ces gens-là aussi. Fait que faut que tu sois capable de comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis d'être capable de l'appliquer à travers de ton travail aussi. Donc, Étant donné que vous avez travaillé comme technicien en génie civil, vous avez eu des expériences en génie civil, là, oui, maintenant vous êtes ingénieur, oui. vous savez c'est quoi le métier de technicien, puis vous êtes plus en mesure de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment qu'on peut les gérer. Oui, ben c'est sûr que de ce côté-là, tu sais, c'est intéressant aussi de connaître, dans le fond, en ayant fait la même formation que les autres y font, ben, tu es capable de savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis dans le fond, de miser sur leurs forces, puis sur leurs intérêts aussi, dans le fond, pour essayer de les. Parce que dans le fond, tu veux garder les gens motivés le plus possible quand tu fais la gestion de ton équipe. Fait que tu veux t'assurer que les gens, en fonction de leurs intérêts puis de leurs forces, qui font le bon type de tâches puis les bonnes choses. Fait que là, ça fait que les gens restent motivés, sont intéressés, ils aiment leur emploi, puis ils aiment ça travailler. Donc, ça fait partie un peu des défis de tous les jours. Puis c'est intéressant à ce niveau-là de pouvoir aller chercher, dans le fond, les capacités des différentes ressources, là. Monsieur Labrec, on est déjà en cours de temps, mais un énorme merci pour avoir contribué puis d'avoir partagé vos connaissances puis votre expérience au ministère du Transport du Québec puis à titre d'ingénieur civil. Donc, merci beaucoup. Puis, pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire. Et je vous félicite de vous avoir connecté avec nous, puis en mon nom de mon nom, François Xavier, et de celui de Jeune Explo. Merci beaucoup.